Une situation dans laquelle on a des personnes qui sont censées, qui prennent des lois et qui eux-mêmes violent les lois qu'elles prennent, ces personnes. Donc la situation du REDAC est celle-là, que nous subissons un acte illégal de la part de l'administration. Nous savons exactement le but derrière tout ça. Simplement, c'est de museler les partenaires, tous les acteurs de la société civile, parce que nous entrons dans une période électorale, une élection qui sera cruciale pour notre pays. Donc, on a tout intérêt à ce que, avant, pendant et après, qu'il n'y ait pas de voix dissonante, qu'il n'y ait pas de voix dissidente. Donc tout ce travail s'est fait à dessein, nous le savons, mais nous sommes légalistes, nous posons les actes. Vous avez parlé de ces notes, il y a d'autres actes qui ont été posés aussi, à savoir que nous avons saisi le tribunal administratif, parce que passé le délai des 3 mois qui était prévu dans l'arrêté, on n'a rien vu venir. Au préalable, on a saisi le juge judiciaire par référé, qui, de par la Constitution, est le garant des libertés fondamentales. Le juge, comme souvent dans ce cas de figure, nous a fait comprendre qu'il n'est pas compétent. Lui-même, en cela... Le juge des référés ? Le juge des référés. Vous avez dû statuer assez vite. En cela, lui-même, il viole la Constitution. Donc on est dans un système, on est dans un pays où on fait fi des lois, on marche dessus, la règle de droit est devenue un accessoire, et tout le monde, personne ne s'en inquiète, enfin du moins, à part des personnes concernées ou les chaînes comme vous qui quand même nous permettent de venir dire exactement ce qui se passe. Donc on a un juge des référés qui, de par la loi, est chargé de préserver les libertés parce qu'il y a une violation, une atteinte à la liberté d'association, qui nous dit « je ne suis pas compétent ». Ok, soit. Là maintenant on a saisi le juge administratif. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Le REDAC ne peut pas fonctionner. Le REDAC ne peut pas travailler. Malheureusement, rappelons, dans cette situation, il n'y a pas que le REDAC, il y a plusieurs nombre d'ONG qui ont été fermées. Exact. Il y a organisation chantable, socioculturelle du Cameroun, la CSCC, il y a LM Nange Foundation et bien d'autres. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression que ces ONG se sont retrouvées malheureusement dans un package où il fallait absolument faire tomber le meneur du jeu dans la société civile? C'est pas qu'une impression, c'est une réalité. C'est vraiment, ça transparaît dans cette mesure administrative. Effectivement, on a notamment la directrice exécutive du REDAC, Machine MB, qui est assez active sur la préservation, la défense des droits humains dans la sous-région, pas uniquement au Cameroun. Donc, vu que on ne pouvait pas prendre un arrêté uniquement arrêter REDAC, ça aurait pas fait bon genre. Donc, on a englobé l'ensemble des ONG qui, pareil aussi, il faut le dire, parce qu'elles font un travail remarquable, qui ont cette voix dissonante, qui donne une autre version que la version officielle qu'on veut nous imposer, que le gouvernement veut nous imposer, veut imposer à la société civile. Les actions que vous avez menées pour faire valoir vos droits, vous les avez menées de manière singulière ou alors c'est avec l'ensemble des ONG suspendues? Nous avons travaillé en concertation, c'est une réalité, mais c'est bien évidemment, moi je suis pas mandaté par les autres ONG qui ont aussi fait ont utilisé leurs canaux, parce que bon, chacun a son canal parfois d'échange avec l'administration, chacun a sa stratégie avec ses conseils, donc effectivement nous sommes concertés sur parce qu'effectivement, sachant que c'était un tir groupé, c'est une réalité, c'est un tir groupé, même si on sait quelles sont les ONG qui étaient principalement visées, c'est un tir groupé. Nous avons travaillé de concert, mais chacun était libre maintenant d'implémenter l'action qu'elle entendait utile. Sissi Bamanga, les activités du REDAC sont qualifiées d'inadéquates avec le profil de l'activité. On parle d'intégrité du système financier national. En tout cas, les motifs avancés par l'arrêté qui suspend le REDAC parlent l'accusement de financement illicite et non-respect des dispositions légales. Ce sont quand même des motifs
graves. Les comprenez-vous? Bon, les motifs graves, je ne sais pas. Je vais commencer par saluer les dames qui sont logées à l'intérieur de cette association, particulièrement le REDAC. Ouais. Je salue ces dames parce que ce sont des dames de fer qui aiment le Cameroun. Une fois, vous savez, moi je suis à Douala 2e à Nouvelle. Une fois, j'ai vu ce qu'ils ont réussi à faire dans la prison de Nouvelle. C'était vraiment quelque chose de waouh. Maintenant, l'administration soupçonne qu'ils peuvent avoir des accointances qui ne sont pas bonnes, qui sont actifs ou passifs avec des terroristes, avec des blanchissements de l'argent, avec beaucoup d'autres choses. On parle quand même là dans les 16 milliards. Ils sont accusés de 16 milliards, dans près de 25 millions d'euros et tout ça. Donc c'est beaucoup d'argent. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'argent, les humains sont excités, les humains sont tendus, les humains ouvrent les yeux. Nous, on ouvre les yeux, on est un petit peu choqués que jusqu'à aujourd'hui, l'affaire ne progresse pas. Ouais. On a l'impression que c'est juste ciblé sur ces associations, Nanji Foundation Inc., Reach Out Cameroun, REDAC, il y en a plein. Ils sont quand même 5. En 2 ans, ça fait trop dans un pays où on sait quand même que, moi je suis pas juriste, mais on sait très bien que les lois sont des loisirs dans notre pays, le Cameroun. On sait très bien que rien ne se respecte. Voyez-vous, même ces derniers temps, on peut vous choper comme ça un matin, on vous vole, je pense comme ça à un gars dans le Grand Nord qu'on a pris comme ça, et on a fait 2 semaines, 1 mois, personne ne savait là où il était, tout simplement. On parle d'une affaire de cartes et tout ça et tout, et vous voyez, ce sont des associations comme ceux que j'ai cités ici, et ces associations qu'on a mis sur la table, comme le REDAC, qui essayent de se battre pour des petites personnes comme ça, petites personnes entre guillemets, c'est-à-dire des personnes faibles. Bon, pour moi, je pense que ce n'est pas fait simplement comme ça. Pour moi, je pense que c'est ciblé, parce que je connais très bien ces dames qui sont par exemple à l'intérieur du REDAC. Ce sont des dames qui maîtrisent le droit, qui sont des dames qui aiment le Cameroun, ce sont les dames qui se battent pour que l'injustice et pas seulement le Cameroun, elles sont en Afrique centrale. Équilibré, si vous voulez, du Cameroun ou dans la sous-région ou même à l'international. Donc ce que je peux dire ici, c'est dommage que nous déplorons ce genre de comportement de l'administration qui doit normalement accompagner ce genre d'associations qui ont des très bonnes initiatives, mais malheureusement, ils essayent plutôt de verrouiller. Alors que de l'autre côté, laissez-moi vous dire que l'État aussi se met souvent à la posture d'association pour recevoir des trucs. On a reçu des riz ici, qu'on ne sait pas où c'est parti. On a encore reçu récemment du riz de l'Inde, je pense, avec des médicaments. Bon, espérons que comme ce sont des prémices d'élections présidentielles, ça va être redistribué. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut jamais tout faire. Donc, pour moi, je veux que le ministre de l'administration territoriale, parce que je suis de l'Alliance républicaine, vous voyez, le parti vous dit tout de suite, nous sommes républicains. Donc, je veux quand même qu'il y ait quand même un petit peu de tolérance. Je veux quand même qu'il y ait une assise sur la table pour essayer d'échanger, surtout qu'en ce moment... Ou du moins une communication sur leur situation. Communication, non. On a déjà trop communiqué sur cette affaire. Ça a fait le buzz, ça a fait son temps, ça a fait vous voyez, il y a eu des ping-pong avec la maman que tout le monde connaît ici, qu'on salue. Maître Alice Com et tout ça, qui a fait des ping-pong de communication. Vraiment, il faut qu'à un moment, on s'assoie sur la table, parce que je ne pense pas que ces mamans-là, à leur âge, je dis bien à leur âge, peuvent vouloir du mal aux enfants du Cameroun et à la nation. Donc pour moi, ce que je peux dire ici, et en chutant, c'est que le ministre de l'administration territoriale, c'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de confusion aussi. Je ne pense pas qu'il faut laseriser ce genre d'association. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire ailleurs, et vous-même, vous savez, suivez mon regard. Roland Tapi, au-delà des motifs évoqués par la note ministérielle, quel problème posent ces ONG je veux dire quoi, sur le territoire camerounais? Quel problème posent ces ONG sur je perds mon latin, quel problème ils posent dans la vie quotidienne, dans l'organisation des institutions au Cameroun? En réalité, il faut reconnaître que les ONG, les organisations de la société civile, jouent un rôle important dans la société ensemble. Et c'est même pour cela qu'aujourd'hui, les institutions internationales ont imposé dans un certain nombre d'organismes et d'activités que le gouvernement mène la présence des ONG pour être sûr qu'il y ait un regard détaché
sur les activités menées par les ONG. Je dois préciser également que pour la plupart des projets, les grands projets qui sont réalisés au Cameroun et financés par les partenaires bilatéraux, ils ont exigé que, ou même pas exigé, ils ont eux-mêmes décidé qu'à côté des financements qui sont donnés pour la réalisation des projets, de donner une partie de l'argent aux ONG et aux ESC, organisations de la société civile, pour contrôler ce qui est en train d'être fait avec l'argent qu'ils ont donné. Parce qu'effectivement, ils avaient constaté que, comme vous le savez, les projets étaient soit mal réalisés, mal faits et autres. Et chaque fois, le gouvernement, malgré ses rapports, qui étaient toujours très propres, finalement, sur le terrain, on voyait que les projets n'avaient pas été réalisés. Donc, et même aujourd'hui, dans comment dire, le contrôle de l'exécution du budget de l'État, il est créé au niveau de chaque département des commissions de contrôle du budget dans lesquelles sont intégrées les organisations de la société civile. C'est une exigence du FMI ou bien de tous les institutions internationales. Leur rôle, donc, effectivement, n'est pas à minimiser. Généralement, ils sont là pour s'assurer que le minimum des droits de l'homme sont respectés. Étant donné que dans certains pays, même ici au Cameroun, où on prétend que nous, on est en démocratie, on est libre et tout, on assiste constamment et toujours à des violations des droits de l'homme à tous les niveaux. Particulièrement pour les élections, vous savez que les organisations de la société civile, les ONG, ont l'habitude, au cours du scrutin, de déployer les observateurs électoraux sur le terrain qui devraient s'assurer effectivement qu'à la fin, ils puissent donner une idée, faire une idée de ce que les élections ont été. Même le gouvernement ne se passe pas du rôle de ces organisations, des organisations de la société civile. C'est pour cela qu'en 2018, après l'élection, le pouvoir avait offert de présenter à l'opinion nationale et internationale un certain groupe de personnes présentées comme les observateurs de Amnesty International qui se sont avérés faux par la suite parce que on pense que un regard détaché. On a besoin d'organisations pour légitimer le processus. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on suppose qu'un regard détaché des acteurs principaux pourrait permettre soit de crédibiliser ou de décrédibiliser. On a constaté malheureusement que le pouvoir en place, notamment le ministère de l'administration territoriale, n'est pas toujours très prompt à donner des agréments, ou peut-être autoriser les observateurs internationaux présentés par les ONG. Parce que ça se passe comment? Quand les élections sont en train de se préparer ainsi, les ONG prennent le temps d'abord de former des observateurs électoraux. Ensuite, ils ont obligation, d'après les exigences du MINAT, d'envoyer la liste de tous ces observateurs formés au ministère de l'administration territoriale qui doit les valider pour qu'enfin leur donner des badges qui les accréditent dans les bureaux de vote et sur le terrain le jour des élections. Mais toutes les ONG vous diront que quand ils introduisent leur liste au niveau du MINAT, soit elle est coupée à 80%, c'est-à-dire quelqu'un a demandé peut-être 350 observateurs électoraux, mais finalement on a crédité une dizaine, une vingtaine maximum. L'idée derrière c'est quoi? C'est que en mettant une pression sur les ONG à ce moment-ci précis, on les empêche de faire ce travail préalable de préparation des observateurs électoraux parce qu'ils sont occupés à défendre, à se battre pour qu'on ouvre leur siège, pour qu'on les laisse tranquilles. À la logistique. On trouve le moyen maintenant de les accuser de tout et de rien. L'objectif derrière étant de ralentir autant que faire se peut leurs activités en ce moment. Parce que je peux vous garantir que quand le RIDA, par exemple, ou bien toutes les autres organisations sont plutôt occupées à voir si on peut ouvrir leur siège, ils n'ont plus le temps, encore moins la sérénité, encore moins les moyens de pouvoir constituer une base importante des observateurs qui vont introduire après pour avoir des accréditations. Parce que ces ONG ne fonctionnent pas toujours de manière autonome. À l'aube des élections comme ça, il y a beaucoup
d'institutions étrangères, Friedrich Ebert, je ne sais pas qui d'autre, qui appuient ces ONG localement pour la formation, le recrutement déjà et la formation de ces ONG. Et c'est un travail titanesque. Vous savez que en 2018 déjà, on nous parlait de 25 000, un peu plus, de bureaux de vote. Les ONG auraient souhaité faire quoi? Avoir dans chaque bureau de vote au moins, un observateur, ce qui leur ferait au moins 25 000. Une seule organisation ne peut pas faire. Généralement, à cette occasion-ci, ils font une coalition pour s'assurer qu'ils fassent un maillage complet du territoire national. Le but étant de s'assurer que les élections se passent, de s'assurer que les élections se passent dans des conditions normales, mais tout au moins d'avoir un regard qui leur permet de faire un rapport à la fin des élections pour dire est-ce qu'il y a une transparence, est-ce que ça s'est déroulé dans des conditions libres, équitables ou pas. Donc, le but derrière tout ce harcèlement, parce que c'est de ça qu'il s'agit en ce moment des ONG, c'est de ralentir leurs activités. Pour qu'ils ne soient pas en mesure, le moment venu, lors de l'élection, de pouvoir déployer efficacement sur le terrain et faire des avis, donner des avis après les élections. J'ai entendu pas mal de choses qui étaient très intéressantes d'ailleurs. Je voudrais quand même qu'on recadre le débat sur un point. Et c'est la même erreur que le MINAT commet. Le REDAC est une association qui dépend de la loi de 1990. Pas celle de 99 sur les ONG. Malgré tout, on a accepté quand même qu'on nous impose des obligations des ONG de 99. Nous avons envoyé tous les rapports, transmis tous les rapports détaillés de nos financements. On fait comme si bénéficier des finances extérieures, c'est un crime. Même l'État bénéficie de ces financements extérieurs. Maintenant, le problème, c'est l'utilisation, la transparence qui est faite dans cette utilisation. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, les fonds que perçoivent le REDAC ou les autres associations sont vraiment scrutés, parce que vous répondez à des appels à projets. On vous dit, par exemple, il y a des élections, effectivement, il faut organiser, il faut former les scrutateurs, ou peu importe. Vous présentez le budget. C'est une fois que vous avez présenté ce budget qu'on vous renvoie, on vous transmet les sommes et vous faites des rapports derrière. Et tout ça, c'est vraiment documenté. Et tout ça a été transmis au ministère de l'administration territoriale. On nous dit aussi que, bien sûr, il y a des questions de souveraineté, on intervient sur des questions politiques, qu'il faudrait être neutre. La neutralité ne veut pas dire être silencieux. Quand il y a une violation qui est faite, peu importe, que ce soit le gouvernement, les acteurs de la société civile, les défenseurs de droits de l'homme doivent se prononcer. Donc on nous dit non, vous ne devez pas parler, ça doit être motus et bouche cousue. Après, aussi ce côté de militantisme exacerbé. Oui, mais on fait notre travail. Nous veillons à ce que les droits humains soient respectés. Nous veillons à ce que les engagements pris par l'État, parce que en signant ces engagements internationaux, l'État s'engage à respecter les droits et les obligations qui vont avec. Vous voyez un peu, nous sommes dans une situation où finalement l'État est un membre, participe aux activités de l'ONU, mais l'État refuse de faire respecter les engagements qu'il a souscrits auprès de l'ONU. Or, ces engagements-là, les sommes même que nous percevons, nous, les associations, les ONG, proviennent de là. Donc voilà un peu la situation qui est telle qu'elle se présente. La réalité, on va pas jouer sur les mots, c'est que le REDAC n'a pas de problème avec la justice. Le REDAC aujourd'hui a un problème où ces ONG-là, ces associations, ont un problème avec le ministre de l'administration territoriale qui utilise le bras séculier de la justice et de son administration pour museler, faire taire. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que on a la loi, au lieu d'être un bouclier, devient une arme politique, parce que c'est de ça dont il est question. Mais où commence l'éducation civique et où finit l'activisme, Maître Calvin Job? Le gouvernement vous accuse de servir les intérêts étrangers au Cameroun. Alors, si bénéficier des subventions extérieures, c'est servir les intérêts étrangers, soit.
je laisse la paternité de cette assertion au gouvernement. Mais les ONG ou les associations ne font que remplir leur mission. Et ça a été bien dit d'ailleurs. C'est que finalement, c'est les manquements de l'État. Elles sont là pour combler les manquements de l'État. Elles sont là pour combler le mauvais fonctionnement des institutions locales. Elles sont là pour combler le verrou qu'il y a au niveau des institutions locales. Donc, elle pallie ce manquement-là. Donc on ne peut pas nous dire répondez aux appels à projets extérieurs, mais en même temps vous êtes des suppôts de ces organismes, de ces agents internationaux. Il y a quelque chose, on marche sur la tête. Ça ne tient pas la route, ça ne peut même pas tenir 2 secondes. Donc nous sommes clairement, en tant qu'association, non pas des adversaires de l'État. Nous sommes des partenaires dans la préservation des droits de l'homme. Et quand on nous écarte de cette manière, il n'y a qu'une seule logique, on veut verrouiller le système démocratique. On veut mettre à mal l'état de droit. Et c'est pour ça, et c'est en cela que nous disons non. Nous ne pouvons pas nous laisser amener comme ça à l'abattoir et ne rien dire. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous allons défendre nos droits jusqu'au bout, même si on se rend compte que finalement, tout est fait pour que nous restions dans le silence entre les convocations des poursuites judiciaires qui ne tiennent pas la route. Même moi qui vous parle, j'ai été auditionné 3 heures au commissariat par rapport à cette question de bris de scellés, qui là encore ne tient pas. La loi elle est claire. Il y a bris de scellés quand les scellés sont légalement apposés. Ouais. Et là, on l'a démontré à plusieurs reprises que ces scellés, on ne nous a pas notifié les arrêtés qui portaient à position des scellés. C'est pas après coup qu'on l'a notifié. Donc nous étions en droit de les briser et on nous poursuit pour cela. Donc peu importe, une fois de plus, ça fait partie aussi des habitudes du parcours des ONG, des associations, de faire face à des attaques en dessous de la ceinture de la part des administrations, des gouvernements. Nous avons l'habitude et nous allons batailler. Nous allons pas arrêter ça ne mènera pas à stopper le combat qui est le nôtre, c'est-à-dire préserver les droits humains. Cissé, d'après vous, de quoi a peur le gouvernement? Une perte de contrôle, un affaiblissement de sa légitimité? Écoutez, vous savez, si le gouvernement a peur et que le ministre de l'administration territoriale utilise la force de la République sur les faibles, c'est tout simplement parce qu'il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de mauvaise gouvernance. D'abord, il faut souligner cela. La deuxième chose, c'est que la malnutrition. Aujourd'hui, les Camerounais ne mangent plus à leur faim. Quand je parle même ici à Douala pour manger aujourd'hui, ça reste un gros problème. La troisième chose, les droits sont bafoués dans notre pays. Les droits de tout le monde. Il suffit que vous allez dans un petit commissariat, même vous-même, on va oublier que vous passez à la télévision. On va essayer de vous intimider, mais sauf si vous tenez bon et que vous rappelez que la loi dit, on va dire, on n'a pas affaire à quelqu'un qui n'y connaît pas. Les Camerounais sont un petit peu fermés. Quand je dis ça, moi, y compris à l'intérieur. Bon, Dieu merci. Aujourd'hui, l'amour que j'ai pour le Cameroun me permet d'ouvrir des livres et de comprendre. Les Camerounais ne connaissent pas qu'ils ont des droits. Le droit sur le travail, le droit même sur la route, le droit même sur le gouvernement. Tout ça. Et le droit d'avoir des toilettes publiques. Tout ça. Le droit même d'avoir le droit sur l'État. Tout ça, les Camerounais doivent savoir cela. Les Camerounais pensent que avoir un avocat, c'est quelque chose de luxe. Les Camerounais pensent que aller à la justice, c'est tout un problème. Mais non, moi, j'attire l'attention des Camerounais qui nous regardent. Alors, s'il y a ce genre d'association, c'est bien sûr pour venir régulariser les choses, pour améliorer des vies, les constructions, et puis pour remettre les droits sur les rails. Malheureusement, jusqu'ici, ça ne tient pas. Et j'ai envie de dire que avec le temps qui est passé, on a l'impression, et tout le monde le sait, que Donald Trump, le président américain, a aidé aujourd'hui à affaiblir une fois de plus ces organisations qui contrôlent le monde, qui se battaient. Moi, par exemple, dans le Septentrion, je sais très bien ce que les organisations comme le REDAC, et comme Nandje Foundation Inc. et autres que j'ai cités ici font. Rappelez-vous, je le dis dans d'autres plateaux, si vous allez dans l'extrême nord, les points d'eau qu'il y a le plus là-bas sont les fondations qui ont donné avec le pays ami. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, quand j'ai causé avec certains Lamido, ils m'ont fait part de ça. J'ai eu la chair de poule. Un pays comme la Turquie a offert beaucoup plus de points d'eau que notre pays, le Cameroun, alors que
des sous ont été débloqués quelquefois avec l'accord même du chef de l'État, pour ne pas dire ces derniers temps sur haute instruction du chef de l'État, mais c'était de la poudre de perlimpinpin. Donc pour moi, venir aujourd'hui asphyxier, je ne sais pas si vous comprenez, mettre un coup de fouet à ces associations, c'est ne pas aimer les Camerounais. L'État, ou alors celui qui a instruit cela, malheureusement, n'aime pas les Camerounais, parce qu'on ne peut pas utiliser la force de la République contre les faibles. Normalement, on doit utiliser la force de la République pour encadrer les faibles. Voilà pourquoi, lors de ma première prise de parole, je vous ai dit que normalement, il faut une assise sur la table. Mais là, on assiste à un bras de fer. Je ne sais pas si vous comprenez. Voyez-vous, si ces leaders, ou alors cette tête pensante qui sont à l'intérieur de ces associations ne connaissaient pas le droit, ou alors ne connaissaient pas dire le droit, c'est que, je ne sais pas, c'est qu'elles sont derrière. Justement, si c'est, tout à l'heure, Tsapi, dans sa présentation, parlait du temps, du moment où l'État décide de mettre ces associations, ces organisations non gouvernementales à mal. D'après vous, quelle lecture faites-vous de la présence de ces ONG dans le processus électoral camerounais? Ont-ils un impact sur les électeurs, d'une part, et les élections à venir? Mais l'impact est fort. Mais sauf que là, quand l'impact n'est pas du côté de l'État en faveur de tout ce qu'ils essayent de faire de temps en temps pour rester au pouvoir, malgré les efforts des Camerounais qui continuent à s'inscrire et qui continuent à vouloir que le régime bascule définitivement. On l'a parlé ici, là. Ils se mettent. Donc ce que je veux dire ici, regardez, et les Camas signent avec qui? Avec presque une ONG. Et quand j'ai ouvert avec l'ONU, il y a tout le monde dedans. Il y a PAM, il y a OIT, il y a Youth, il y a PNU. Donc, vous voyez, comme c'est en leur faveur et que ça peut les aider à faire la continuité dont tous les Camerounais aujourd'hui sont fatigués, on est ensemble. Mais quand ça va toucher le petit Camerounais et apporter un petit peu de souffle de vie, pour ne pas dire l'oxygène nécessaire que eux, ils refusent, je parle de l'État, d'apporter aux Camerounais, parce que aujourd'hui on est dans un pays où il n'y a pas de route. Pour arriver ici à Balafon, c'est compliqué. Pour arriver dans un petit village, si vous quittez Douala pour aller à Edea, normalement c'était 45 minutes à l'époque. Aujourd'hui, vraiment, c'est chaud, c'est près de 2 heures de temps. Donc, tout ce qui peut améliorer la vie d'un être humain aujourd'hui est vraiment dégradé dans notre pays. Et si